Salut les movers. Aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale comme vous le savez. C'est la 100e interview d'SOS Movies. Alors pour fêter ça, on va vous offrir un petit cadeau. On va vous montrer le backstage des interviews. Les lieux où ça se déroule, les personnes qui m'aident et les membres de mon équipe qui nous permettent de réaliser toutes ces interviews que vous aimez tant regarder. Alors aujourd'hui, nous sommes devant l'hôtel Le Central. J'entendais souvent parler de l'hôtel Le Central. C'est un des lieux privilégiés des interviews et je vous propose tout de suite qu'on découvre un petit peu les lieux. Alors voilà les lieux avec le directeur de l'hôtel, Monsieur Delapayonne. Merci beaucoup. Très très bien vous-même. Super. Merci beaucoup de nous recevoir comme d'habitude. Voilà, c'est régulier. Hein. Vous êtes un de nos partenaires privilégiés. Avec plaisir. Je tiens à préciser aussi que M. Delapayonne met ces lieux-là gracieusement à notre disposition à chaque fois, avec toujours la même gentillesse. Donc on va montrer un petit peu ces lieux. Allez, au salon. Alors voilà ces lieux qui sont toujours autant sympathiques, qu'on a toujours plaisir à découvrir. Ça bouge. Ah oui, ça bouge. Ça bouge au fur et à mesure des achats, des disparitions. Alors M. Delapayonne est un artiste peintre, qui en plus expose ses œuvres dans cette salle, qui est vraiment, comme vous pouvez le voir, très agréable. Alors je sais que c'est votre passion depuis des années. C'est ma première passion, celle-ci, ouais. Qui s'est éteinte, qui se rallume, mais qui revient toujours. Et je crois savoir que vous avez un projet justement, parce que je sais que vous êtes aussi un fan de cinéma, bien sûr, et donc vous avez un projet de tableau. On a un projet d'exposition, un travail autour de la peinture, le cinéma, autour du cinémascope. Donc on va s'intéresser à ce format d'image et voir la relation qu'il peut y avoir entre la peinture et le cinéma, voir s'ils s'accompagnent bien. Alors la dernière fois, je sais que là, il y avait un grand cinémascope avec Clint Eastwood, que malheureusement, que vous connaissez, parce que vous l'avez déjà vu sur les interviews, mais depuis qu'il est parti, parce que... Mais pas malheureusement, il est très heureux de voyager. Pour nous. Pour vous, oui. Et d'autres viendront. Ah bah, c'est à espérer. Ouais. Donc on va vous visiter un petit peu ce salon. Je vous suis, vous connaissez les lieux. Alors je connais les lieux. Donc là, on passe dans cette magnifique salle, avec ce tableau d'ailleurs qui, je crois, a une petite histoire particulière. Et comme chaque tableau, c'est une rencontre. En fait, c'est une dame que j'ai croisée en allant à Londres, dans l'Eurostar. On est resté 2 heures ensemble. C'était une chanteuse de jazz. Donc bon, on avait plein de choses à se raconter. Et ça finit sur un portrait. Voilà. Elle a bien voulu poser, elle a bien voulu que je la fasse mienne pendant quelques heures. Voilà. C'est vraiment très très réussi. Ouais. Et donc, encore de nouveaux tableaux. Voilà, cette pièce. En fait, ces tableaux, c'est toujours un mélange des gens que je connais, de ma vie privée, et puis des icônes, que ce soit dans le cinéma ou dans la musique, qui nous accompagnent, qui finalement font aussi partie de notre vie. Quoi. Parce que je crois savoir que de toute façon, dans cet hôtel, vous recevez énormément de... On reçoit régulièrement, oui, des dessins, de cinéma. Plutôt que de faire un livre d'or, moi je fais des dessins ou des peintures. Voilà, c'est plus original, puis c'est plus sympathique et ça crée un lien privilégié. Et là maintenant, on va se rendre donc dans l'espace interview, où on va découvrir ma réalisatrice que personne ne voit jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est derrière, c'est son travail. Donc là, elle est pour une fois devant l'écran. Voilà, elle est en train d'installer son trépied. Est-ce que tu peux dire bonjour à tous nos internautes? Bonjour. Voilà. Et on va se mettre donc dans les dispositions de l'interview qui va se passer. Voilà, ici. Voilà, donc là, nous sommes dans les conditions du tournage. Donc là, merci Jean-Paul. Alors Jean-Paul, regarde, vous allez pouvoir voir le technicien Jean-Paul ici, qui est toujours avec nous, qui s'occupe de tout ce qui est matériel, gestion technique, etc. Et donc d'une aide précieuse, voilà. Ça tourne, hein? Donc ça tourne. Salut les movers, nous sommes aujourd'hui à Bastia, à l'hôtel Le Central, et je m'apprête à recevoir un des acteurs les plus séduisants du cinéma français, Raphaël Persona. Personas ou Persona? Comme vous voulez, mais normalement on dit pas le Z parce que c'est un nom de consonance savoyarde, donc c'est comme Avoria ou... D'accord, d'accord, ça tombe bien, mon épouse est savoyarde. Alors,
Raphaël Persona. Bonjour, on est ravis de vous recevoir. Alors, déjà, ma première question, ça serait, qu'est-ce qui vous a poussé vers le métier de comédien? Oh là, c'est une longue histoire. En fait, la première fois j'étais dans un cours de théâtre. Moi, c'était le théâtre qui m'intéressait de prime abord, c'était pas forcément le cinéma. Au départ, j'avais 12-13 ans parce que j'étais amoureux d'une fille, donc j'étais dans le cours juste pour elle. Et après, la prof m'a dit de revenir la semaine d'après avec un texte que j'aurais appris, ce que j'ai fait. Celle dont j'étais amoureuse était partie, mais moi je suis resté. Et en fait, c'est vraiment en étant sur scène, en disant ce texte que j'avais appris à l'époque, que j'ai ressenti un plaisir que j'avais jamais eu jusqu'à présent. Et j'ai su à cet instant-là que c'était ça que je voulais faire. Donc c'est pas en regardant les autres ni en regardant les films que ça m'est venu, c'est vraiment en l'expérimentant moi-même. Au départ, il n'y avait pas de passion viscérale? C'est venu, non je vous dis, c'est vraiment venu en le pratiquant. Donc c'est vraiment pas en allant voir les autres, etc. Et même pas en visionnant des films, parce que je pense que en fait, j'ai commencé à m'intéresser réellement au cinéma quand j'avais 18 ans, 19 ans, là vraiment où je regardais des films comme tout le monde, mais je n'étais pas passionné pour certains réalisateurs, etc. Donc c'est vraiment en le pratiquant. Mais après c'est devenu un besoin là viscéral, c'est-à-dire que toutes les semaines il fallait que j'y sois, il fallait que j'y retourne, il fallait tout le temps que je sois en train de le pratiquer. Ouais. Donc dès l'âge de 12-13 ans. Ouais. Alors donc vous avez débuté le théâtre, vous avez fait de la pub, dont une très belle avec Léa Seydoux d'ailleurs pour les jeans, qu'on va regarder. Once I had a strange love, a mad sort of insane love, a love so fast and fierce I thought I'd die. Yes, once I had a strange love, a pure but very plain love, a love that burned like fire through a field. And once I had a strange love, a publicly acclaimed love, the kind of love that's seen in magazines. And then there was that strange love, that vulgar and profane love, the kind of love that we don't talk about. You see, I've had some strange love, some good, some bad, some plain love, some so-so love, so what? And c'est la vie. But just let me proclaim love, that out of all this strange love, you're the strangest love I've ever known. De la télé, Ouais. du cinéma, Ouais. cet éclectisme, vous l'aimez? Beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'était une chose qui m'était plus permis, j'allais dire, il y a... Quand ça n'a pas commencé, ou quand j'étais pas encore reconnu par le métier, donc je pouvais me permettre d'aller ouais, du théâtre à la télévision. Parfois j'avais des petits rôles au cinéma, j'avais pas... Et oui, j'avais fait cette pub là, mais ça avait été passionnant par exemple. Donc je m'étais retrouvé avec Léa Seydoux, qui à l'époque n'était pas encore la Léa Seydoux qu'on connaît. C'était 2005 je crois, c'est ça? Ouais, c'est très vieux. 2005. Ouais. Et voilà, vous vous retrouvez avec un réalisateur anglais qui était surdoué. On a tourné ça à Prague. Moi, j'avais jamais fait cet exercice-là. Ouais, donc c'était à chaque fois, ouais, c'était des expériences extrêmement enrichissantes et puis très diverses. Et en fait, je trouve que de passer du cinéma, par exemple, au théâtre, ça c'est quelque chose qui nourrit énormément le jeu. C'est-à-dire si j'avais été que dans un cursus de théâtre, je pense que je n'aurais pas de la même manière si j'avais pas eu la chance de faire du cinéma. Donc en fait tout ça apporte... au départ c'est un peu confus parce qu'on se dit mais où est-ce qu'il est lui? Il est au théâtre, au cinéma, etc. Et puis finalement petit à petit dans cette espèce de grand bouillon j'arrive à trouver ma voie, quoi. Donc, ça se fait petit à petit mais c'est assez intéressant. Est-ce qu'on peut dire vraiment que votre carrière a démarré en 2010 avec La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier? D'ailleurs vous avez été nominé César du meilleur espoir.
et vous jouiez le duc d'Anjou. Ouais. Bon, moi j'ai bien entendu vu le film, vous êtes vraiment excellent, c'est vrai, là-dedans. La différence a vraiment été notable à partir de ce film? Ah, du jour au lendemain. Ça a été... En fait, c'est un hasard incroyable ce film, parce que au départ, Bertrand Tavernier m'avait pris pour un petit rôle, je devais faire 2 jours de tournage. Et 3 semaines avant le début du tournage, il y a un des rôles principaux qui était laissé par un de ses comédiens, parce qu'il y avait eu une mésentente entre lui et Tavernier, et Tavernier me le propose. Et il me propose un rôle que j'attendais plus, quoi. Moi à ce moment-là, j'avais, je sais plus quel âge, j'avais une trentaine, et je voyais, j'avais pas l'impression d'avancer dans ma vie, et je m'étais dit, bon, je vais lâcher un peu, je vais peut-être faire autre chose, c'est pas grave. Et c'est à ce moment-là que le rôle arrive, qui est magnifique, que c'est, pour moi, le rôle sur le... je l'avais lu dans le scénario, quand j'avais mon petit rôle de 2 jours, j'avais lu ce personnage, et je m'étais dit, alors celui-là, c'est le personnage qui est tellement bien écrit, il était passionnant, et paf, il me le donne. Alors déjà, c'est improbable. Donc 3 semaines après, je me retrouve sur le plateau avec Bertrand Tavernier, qui venait de faire un film avec Tommy Lee Jones, quand même. Donc là, je me retrouve quand même avec ce monstre sacré, quoi. Moi, il m'impressionnait, et puis tout de suite, il met à l'aise tout le monde, il est incroyable. Je me retrouve sur ce plateau, donc, avec un réalisateur aimant, qui vraiment aime le travail avec ses jeunes interprètes. Donc déjà, le tournage est un moment béni, mais vraiment. J'adore jouer ce personnage, j'adore mes partenaires, je prends un plaisir fou à jouer avec Mélanie Thierry. Voilà, c'est un plaisir enfant, et je me dis, voilà, il y a une parenthèse enchantée comme ça. Et puis le film va à Cannes. Et là, je me retrouve à Cannes, j'y avais jamais été, je me retrouve avec Lambert Wilson, Huliel, Mélanie Thierry. Moi, c'était ma première montée des marches, et d'un coup, on me remarque, quoi. Je vois que les critiques sont très bonnes, même à la conférence de presse à Cannes le matin. Je vois que je m'y attendais pas du tout. Je vois que les journalistes me posent des questions sur mon personnage, etc. Et je me retrouve là comme ce que je voyais à la télé, quoi. Et j'en revenais pas. Et en fait, à l'issue de la projection du film à Cannes, là, j'ai reçu une dizaine de propositions dans la soirée le lendemain. Donc ça a changé, mais du jour au lendemain. Donc je l'ai pas vu venir, quoi. Ça a été... Mais c'était très joyeux, quoi. C'était... Ouais, c'était super. Ça m'a permis ça m'a permis de rencontrer plein de monde. Non, c'était fabuleux. Ouais. Quel genre d'acteur est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes un angoissé? Est-ce que vous êtes un cool? Est-ce que vous êtes Je suis un angoissé qui se soigne. Ouais, je suis assez angoissé, donc je vais pouvoir parfois compenser avec beaucoup de travail en amont. Mais parfois, il faut faire attention à ça dans ce métier, bizarrement. C'est qu'il faut accepter aussi que tout ne se fait pas par le travail dans ce métier. Ça se fait par le travail, mais il y a une partie inconsciente qui est énorme et qu'il faut laisser faire. Et ça, c'est à force de fréquenter pas mal de comédiens qui ont beaucoup de bouteilles, etc., qu'on arrive à comprendre ça. Évidemment, le travail, c'est la base de tout, et ça peut permettre d'ailleurs de régler des angoisses, donc il faut le faire, et c'est très bien. Mais après, il y a une part qui nous dépasse, qui est une part inconsciente, qui va vous faire jouer d'une telle manière ou de telle manière, qui va faire que des accidents heureux peuvent arriver dans le jeu. C'est-à-dire, si on prévoit tout à l'avance, on est sûr que ça sera bien, mais on ne se permet pas la possibilité qu'il y ait un accident qui soit heureux. Alors évidemment, on peut être mauvais, ça peut être le risque, mais on peut être très bon. Donc il faut arriver à trouver quelque chose entre les deux. Entre la peur, donc évidemment vous travaillez vraiment en amont, et puis moi je ne supporte pas de me dire que je ne travaille pas, c'est pas ma nature, on ne m'a pas élevé comme ça, donc j'ai besoin de travailler. Et en même temps, une fois que tout ce travail a été fait et a été vraiment digéré, il faut faire confiance à l'instant, au présent, et ouais, une part d'accident, de heureux hasard. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais c'est ma réponse. Si, tout à fait. Non, mais parfaitement compréhensible. En 2012, on vous voit dans les forces spéciales, Ouais. entre autres, hein, et puis la stratégie de la poussette. Ouais. Et en 2013, dans Marius et Fanny de Daniel Auteuil. Justement, ça m'amuse, justement, je fais une petite parenthèse et je rebondis sur ce que vous venez de dire, c'est que dans une interview antérieure, vous aviez dit qu'on ne la fait pas à Daniel Auteuil. Ah non, on ne la fait pas du tout. Non. Et je crois savoir que vous avez dit qu'à un moment donné, quand vous jouiez, il vous regardait, vous avez Ouais. d'un air de dire non. En fait,
Ce qui a été fabuleux avec Auteuil, c'est que moi je suis fanatique d'Auteuil depuis très longtemps, depuis évidemment les gens de Florette, depuis Manon des Sources, mais aussi depuis l'adversaire. Donc je suis arrivé sur le plateau en étant un peu fan de lui, ce qui est une très mauvaise chose. Parce qu'il fallait que je joue avec lui, donc on soit au même niveau. Donc au départ j'étais un peu impressionné par ça. Ça il l'a vu et il a réussi à me calmer là-dessus. Mais après, mais justement c'est là qu'il est très fort, c'est qu'il a tellement de bouteilles justement. Tous les trucs qu'on peut avoir, qui nous rassurent, etc., il les voit, il les connaît, il les a fait lui-même, il le disait d'ailleurs. Donc, à un moment donné, si on n'est pas pleinement sincère, il le sent. Et on ne peut pas lui faire... Et on a beau lui dire non, mais... Il dit non, mais arrête, je suis moi-même acteur, ne me la fais pas, moi aussi je le fais, mais arrêtons, quoi. On est là pour travailler ensemble, et dans le même souci de sincérité. Donc il m'a vraiment appris ça, et c'est dingue, parce que tout ce qu'il me disait... continue aujourd'hui de me guider. C'est quelqu'un c'est un vrai patriarche, il aime ça, et moi je suis très sensible à ça, à ce que peuvent apporter des acteurs plus confirmés à des plus jeunes, etc. Et ce passage-là, c'est vraiment quelqu'un de généreux, et donc qui passe le relais, quoi. Ça, moi ça a été un tournage qui m'a énormément appris, énormément. Vous savez pourquoi il n'y a pas eu de César? Oui, il n'y a pas eu de César. Déjà parce que César c'est censé être 20 ans après, donc de toute façon on ne voulait pas le tourner en même temps. Après je crois que les décideurs ont estimé que le film n'avait peut-être pas marché comme ils le voulaient, peut-être pas assez, donc pour l'instant c'est quelque chose qui ont suspendu. On me demande souvent d'ailleurs ça. Parce que oui, il faudra finir. Il faudrait finir. Alors, beaucoup de personnes dans la presse, aussi dans le métier, on vous surnomme le beau gosse du cinéma français. D'ailleurs, je crois savoir que sur un projet qui a avorté, vous deviez faire de long dans un biopic sur Romy Schneider. C'était il y a longtemps, ça. Il y a 8-9 ans, en effet, il y avait un projet d'un film sur Romy Schneider. Ouais. Est-ce qu'à votre avis, c'est d'être justement, d'avoir cette réputation d'être le beau gosse du cinéma français, est-ce que c'est un avantage ou un désavantage? Un désavantage total. Pourquoi? Parce que déjà, mettre les gens dans des cases, moi ça m'a toujours posé un problème, et résumer quelqu'un à son apparence, en général, c'est pas très bon. Parce que... Mais après, c'est pas grave. Je veux dire, c'est plutôt sympathique, hein. C'est pire, hein, on pourrait dire l'inverse. Mais après, ça... C'est-à-dire que ça vous met rapidement dans une case, je veux dire, même pour les rôles qu'on va vous proposer, on va vous dire, voilà, tu vas être le jeune romantique, etc. Bon, ça peut être sympathique une fois, 2 fois, mais faire que ça n'est pas intéressant. Et moi, j'ai commencé ce métier justement parce que j'aimais me costumer, quoi. J'aimais faire un jour le voleur et le lendemain le policier. Donc coller une étiquette comme ça, c'est sympathique, mais c'est réducteur. Donc c'est un désavantage, mais cela dit, là, moi je vois bien que depuis quelques années, en fait, ça m'handicape plus maintenant. Maintenant, j'ai l'impression que dans le métier, en tout cas, ils ont compris que moi j'aimais faire autant du théâtre, quelque chose de plus dramatique, de la comédie, j'aime bien passer dans tous les genres, donc ça m'a pas, au final, ça m'a pas emprisonné. Peut-être parce que si vous gérez la différence de film, c'est-à-dire vous changez énormément de J'essaye, ouais. Il y en a certains, justement, où il n'y a pas, justement, cette, on va dire, comme une apparence lisse. Ouais. Dans vos derniers rôles, on va y venir, ouais. C'est loin d'être lisse. Oui, voilà, ouais. Donc forcément... Et comment vous gérez la célébrité vis-à-vis des médias? Oh, ça va, faut pas exagérer, vous voyez, c'est pas... Non, parce que, je dis ça parce qu'il y a pas très longtemps, dans Voici, vous aviez fait la une de Voici, parce que vous avez vu, oui, on vous avait vu dans les travées de Roland Garros, avec une autre actrice. Ah oui, ça c'est voilà, très drôle. Et tout le monde, c'était la grande question, attention, est-ce qu'ils sont ensemble, etc. Pas du tout. Donc voilà. Donc forcément, tous les deux, on s'est appelés, on s'est dit, mais disons, t'as vu. C'est Rim Kérissi, pour ceux qui ignoreraient l'actrice. Et automatiquement, ça doit quand même être pénible d'être suivi, d'être machin de chaque fois. Bon, là, je vous avoue que ça m'a fait plus rire qu'autre chose. Bon, vraiment, ils savent pas quoi inventer. C'est la presse people, hein. Oui, non, mais ça... Presse people, hein, et c'est pour ça que ça doit être... Il y en a qui le vivent très mal, hein. Le fait d'être suivi. Moi, je suis peinard, je veux dire, personne ne m'a jamais embêté. Tant mieux. Non, ça va.
Alors depuis 2014, tournez donc des sujets plus graves. Ouais. L'affaire Esquin, Ouais. sur Guy Georges. Ouais. Le temps des aveux, dont on va voir la bande-annonce. Je dois la vie à un homme qui en a exécuté des milliers d'autres. Mon sauveur est un bourreau, un assassin. J'avais 24 ans quand je suis arrivé au Cambodge. Pour les besoins de mes recherches, je faisais des incursions dans les zones conquises par les rebelles. Il ne m'était jamais rien arrivé. Et pourquoi vous faites ça? Depuis quand tu travailles pour la CIA? Je ne travaille pas pour la CIA. Si tu me surveilles, tu sais que je suis innocent. Maintenant, tu dois écrire tes aveux. Ici, tu dépends de moi. Et de moi seulement. Tu es prêt à écrire? Je ne suis pas un espion. Je ne suis pas un espion! Je sais ce que tu penses. Je ne fais pas ça par cruauté. C'est juste que je dois le faire. Ils doivent respecter les conventions internationales. Le droit d'asile en premier. Alors à nous de les imposer, au lieu de leur livrer des hommes et des femmes sans défense. Nous n'avons livré personne! Vous avez l'intention de pénétrer dans l'ambassade? De violer le territoire français? Ce n'est pas le territoire français. Ta famille est bien en règle. Écoute, être note, moi pas devant tout. Vous n'avez pas le droit! Je ne sais pas s'il a des remords. Moi, j'en ai. Qui est donc un excellent film sur ce qui se passe au Cambodge. Alors ces choix-là, moi ce qui m'intéresse, est-ce que c'est un choix délibéré de votre part ou est-ce que c'est... c'est comme ça, c'est des propositions qui sont arrivées et vous avez sauté dessus. Bah, c'est un peu la rencontre des deux en fait. Moi j'avais cette envie d'aller vers des sujets plus forts, plus costauds. Ouais. J'avais envie de faire des films qui aient plus de sens en tout cas. J'avais l'impression que raconter le génocide khmer à travers cette adaptation d'un bouquin qui est extraordinaire, qui s'appelle Le Portail, moi ça m'avait frappé, touché, que je ne connaissais pas bien pour dire la vérité, donc j'ai découvert ça et je me suis dit voilà, c'est une chose qu'on pourrait découvrir au cinéma. L'affaire Guy Georges, moi je m'en souvenais gamin ou adolescent, en tout cas je me souviens très bien, et puis je trouvais que le scénario était intelligent, enfin je trouvais que le metteur en scène était fort, qu'il avait quelque chose à dire, donc c'est en tout cas aller vers des gens qui ont quelque chose à raconter sur notre monde actuel, qu'on soit pas juste, et je ne renie en rien ça, et je trouve ça très bien, mais qu'on soit pas juste dans de la comédie pure, voilà, qui soit un peu... certes qui distrait mais qu'on oublie aussi vite. Là je voulais faire des films un peu plus... En tout cas moi comme homme, au-delà de l'acteur que je peux être, comme homme qui m'amène quelque chose, qui me... et je me dis, si j'étais spectateur de ces films, au moins je sortirais de la salle en me disant, bah voilà, j'ai fait un voyage d'1h30 qui m'a appris quelque chose, qui m'a élevé. Tout ça c'est venu, moi je vais vous dire, en fait, un jour je joue une pièce de théâtre que j'avais jouée pendant une centaine de fois. Et le jour où arrivent les attentats de Charlie Hebdo, les Pères Cachers, etc., je suis sur scène, le soir même, et pour la première fois de ma vie, je ressens dans le public que les mots que je dis, les mots de l'auteur, avaient une résonance particulière ce jour-là, parce qu'il y avait eu l'horreur, il y avait eu les attentats, etc. Et là je me dis, c'est la première fois que je sens l'utilité, s'il peut y en avoir une, dans mon métier. Et je me dis, c'est très bien de faire des choses de distraction pure, et c'est très bien, et j'ai envie d'en refaire là, mais moi j'avais besoin, en tant qu'homme, pour comprendre le monde dans lequel je vis, j'avais besoin de comprendre que mon rôle sur cette terre, si j'en ai un, peut-être était d'aller vers des projets comme ça qui font écho, alors soit une histoire qui
qui est terrible comme celle du Cambodge, soit un fait divers, comme on appelle ça, de celui de Guy Georges, mais qui touche à l'humanité la plus profonde. Donc j'avais besoin d'aller vers des choses comme ça. Pareil, il y a eu le film Dans les forêts de Sibérie. On va y venir. Alors on va y venir. Dans les forêts de Sibérie. Ouais. La bande-annonce. Je suis venu me rapprocher de ce que je ne connais pas. Le froid, le silence, l'espace et la solitude. En ville, les minutes, les heures, les années nous échappent. Ici, le temps se calme. Je suis libre, parce que mes jours le sont. Ne nuira à rien. Ne subir le diktat de personne. Ne désirer pas plus que ce que l'on éprouve. Et savoir se faire accepter par la nature. J'ai quitté le caveau des villes et vécu 1 an dans l'église des Taïgas. 1 an comme une vie. Moi, je voudrais que vous me parliez justement de ça. Mais ça, c'est fou. En fait, c'est On en quand prend plein les yeux. Alors, on en prend plein les yeux. Et en fait, je vais vous dire, c'est pareil, c'est les hasards de la vie qui font que quand je rentre du tournage de Force Spéciale, donc vous avez dit c'était en 2011-2012, on a tourné au Tadjikistan. Alors, avant le tournage, je ne savais même pas le situer sur une carte. Donc, c'est au-dessus de l'Afghanistan. C'est un pays magnifique qui est le début de l'Hindu Kush, qui est une chaîne montagneuse avant l'Himalaya. Bref, je suis dans un endroit que j'avais jamais pu imaginer. Et je rentre de ça et j'ai du mal à me réhabituer à la vie parisienne ou à la vie française en tout cas parce que je suis un peu déconnecté, quoi. C'est normal après 3 mois. Et la première fois que je rallume la télé, je tombe sur ce mec, Sylvain Tesson, que je connaissais pas et qui parle du bouquin qu'il vient de faire qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie. Et le type raconte donc qu'il est parti 6 mois dans une cabane seul en Sibérie. Je me dis, ce mec est fou, furieux. Il faut que je lise, il faut que j'écoute. Et je lis, et je deviens passionné de ce mec-là. Je me dis, c'est incroyable, pour une fois, c'est l'inverse de nos politiques, où c'est un type qui fait ce qu'il dit, et qui dit ce qu'il fait. Donc, quand il écrit sur un long voyage, c'est parce qu'il l'a pratiqué 6 mois, 1 an, et qu'il est parti seul, avec rien. Et je tombe d'admiration pour ce mec-là. Et il se trouve que je suis amené à le rencontrer. Et je rencontre un type. Et mais vraiment, je me dis, c'est mon héros, quoi. J'ai rencontré mon héros, je trouve que c'est un vrai héros des temps modernes qui est capable de dire un vrai révolutionnaire dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il est capable de nous amener ailleurs, de nous élever, et il nous raconte autre chose. Et il se trouve que 3-4 ans après, j'apprends qu'il y a un projet tiré de son bouquin. Et il se trouve aussi par hasard qu'un jour... Non, mais il y en a beaucoup, mais après, est-ce que le hasard existe? J'en sais rien, mais il se trouve que le réalisateur m'appelle peu de temps avant le tournage, 3 semaines avant le tournage, et me dit... lis le scénario, je le lis dans la nuit, avant même de l'avoir fini, je l'appelle et je lui dis oui, bien sûr, je viens. Et je me retrouve en Sibérie 3 semaines après, j'avais pas imaginé ce que ça pouvait être, donc j'étais sur le lac Baïkal, donc qui est un lac de 800 km de long, donc il faut imaginer Marseille, Paris, gelé, donc une patinoire où il y a 50 000 personnes autour, autant dire personne. Et je me retrouve là, et je me retrouve dans une cabane, il y a des ours, il y a des loups, et je me dis, pourquoi j'ai accepté ce film? Et en même temps, je me dis, non mais c'est ça, je rêvais de faire ça comme homme, est-ce que j'aurais été capable de le faire? Sans doute pas, et le cinéma me donne la possibilité de le vivre, quoi, un peu par procuration. Donc là, je me lance dans le truc, je me lance dans le tournage, et ça a été le tournage le plus incroyable que j'ai vécu. Et je trouve que le film est à la hauteur de ce qu'on a vécu, c'est-à-dire que si le film avait été un peu décevant par rapport à ce qu'on avait pu voir, ce qu'on a pu approcher, ça aurait été vraiment une grosse déception. Mais là, il se trouve que le réalisateur, Safi Lebou, a fait un film que je trouve, en tout cas en harmonie avec le thème, avec le scénario, avec ce qu'on a vécu. Donc, non, ça a été
ça a été fabuleux. Et puis j'étais le seul acteur, pratiquement. Je jouais avec que des gens de là-bas. Et une star, russe, voilà. C.D. King, qui est un monstre sacré là-bas. Quand ils l'ont vu arriver en Sibérie, ils ont vu arriver, je sais pas, c'est des dieux, quoi, d'un coup. Et puis sinon, moi j'avais beaucoup de scènes, alors soit avec personne, puisque c'est un personnage qui part s'enfermer seul, donc pendant 3/4 d'heure dans le film je suis seul, donc il fallait trouver un moyen de jouer sans qu'on voit le jeu justement. Et puis plein de fois j'étais avec des gens de là-bas qui sont des bourriates, donc c'est une peuplade qui ressemble un peu physiquement aux Mongols, et eux qui n'avaient jamais vu une caméra de leur vie, et pourtant quand ils étaient là face à la caméra, ils disaient putain, la présence, ils faisaient rien quoi. Ils n'avaient jamais vu une caméra, ils s'installaient là, ils vous regardaient avec leurs yeux, vrais, purs. Et là vous êtes face à ça, et justement vous repensez à tout votre parcours, vous dites, j'ai commencé à 13 ans, est-ce que je pensais qu'un jour ce métier m'amènerait là, face à ce mec-là, on se rend compte, et on se dit, ben voilà, peut-être que c'était juste pour arriver à ce moment-là. Donc ça a été des moments assez uniques quoi. C'était assez dingue. Est-ce qu'il y a un réalisateur ou un acteur, une actrice, avec lequel vous rêvez de tourner? Depardieu, j'adorais. Juste pour voir, quoi. Il y a tellement de films que j'aime avec lui. Et alors c'est un personnage fou, mais je sais pas, il me plaît, sa liberté me plaît. Alors sa liberté, elle peut déborder, elle peut déranger, etc. Mais il y a de la liberté, donc ça, moi, ça me plaît. Huppert, après dans les Américains, je sais pas, il y en a plein. Tous ceux que j'ai admirés. Justement, quand j'ai découvert le cinéma, c'était plus la période Pacino, De Niro des années 70, tous ces mecs-là, ouais. Mais après, dans les nouveaux, je sais pas, je trouve qu'il y a Christian Bale, c'est des gens incroyables. Là, j'ai eu la chance de tourner avec un acteur avec qui que je voulais rencontrer depuis longtemps. J'ai fait un film qui est réalisé par lui, il s'appelle Ralph Fiennes. C'est celui qui jouait dans La Liste de Schindler, qui joue Voldemort dans les Harry Potter. Et là, j'ai eu la chance de tourner avec lui. Et quand vous êtes face à un monstre pareil, quoi, qui a fait quand même... Le mec a fait Le Patient anglais, il a fait... C'est clair, il a fait quand même des trucs de dingue. Et vous vous retrouvez face à lui à jouer, et vous regardez, et puis vous l'écoutez, puisqu'il vous dirige. Pareil, c'est des leçons incroyables, quoi. Vous arrivez à vous mettre quand même dans la tête qu'un jour, moi par exemple, je pourrais faire une interview d'un jeune qui dira, moi c'est faire ça. Non mais, ça serait en se projetant. Parce que je crois savoir déjà que vous avez un fan club au Japon. Ah oui, au Japon, ouais, ça avait été... Ouais. Il paraît que vous êtes déjà une star là-bas. Au Japon, c'était... ouais, j'y étais, je sais plus, en 2012-2013, et j'ai eu un comité d'accueil c'était assez étonnant. C'était assez rigolo, ouais. Vos projets? Alors, là, je suis en train de tourner, de faire la tournée, en tout cas, de la pièce Scène de la vie conjugale. Je reprends une autre pièce que j'ai faite, là, qui s'appelle Vous n'aurez pas ma haine. Après, je vais tourner un film de Roche Dizem, avec Nicolas Duvauchel, qu'on va tourner à Montpellier en avril-mai. Le genre? Un film noir, un polar. D'accord. Un très bon polar. Tiré d'un film brésilien qui est excellent aussi. Voilà. Après, on va en Chine faire Scène de la vie conjugale, on va le tourner là-bas, donc ça c'est assez étonnant. Voilà, et après moi j'ai des envies de réaliser, donc ouais, je suis en train de travailler dessus, donc a priori je tournerai fin 2018, début... Pure réalisation ou acteur et réalisateur? Juste réalisateur. D'accord. Ouais, je vais maltraiter les autres. C'est terrible. Merci beaucoup en tout cas de cet excellent moment, et puis merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci.